Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver et éminemment heureuse d'animer cette table ronde avec nos invités. Alors on vit en cette rentrée une période assez particulière. On espère laisser derrière nous 18 mois extrêmement difficiles, avec des fondamentaux économiques finalement plutôt bons. Reste à savoir si nos concitoyens partagent cet avis. La perception n'est pas toujours exactement la même. Et puis, avec une dimension dont on a beaucoup parlé ce matin, la question européenne naturellement, puisque au MoDem, on sait naturellement que pour rivaliser avec les grandes puissances, que sont notamment les États-Unis et la Chine, nous avons besoin de l'Europe pour nous protéger, pour protéger ses forces de vivre, protéger ses entreprises, et nous avons besoin de souveraineté, et la crise l'a à nouveau prouvé. Alors on a ouvert ces universités de rentrée sur la question climatique et bien évidemment ces enjeux, l'enjeu climatique, l'enjeu social qui sont devant nous, imposent finalement de réfléchir à ce que doit être notre modèle de croissance, au niveau français bien sûr, mais aussi au niveau européen. Alors nos invités, nos 5 invités qui sont là, vont nous éclairer sur toutes ces questions. Alors je vais vous les présenter en quelques mots. D'abord je voudrais accueillir Bénédicte Jézéquel, qui nous vient du Morbihan, donc une locale. Bénédicte Jézéquel. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Bénédicte est co-dirigeante de Sylvadec, qui est une PME innovante bretonne, tellement innovante qu'elle exporte à l'international et qu'elle a mis au point un procédé particulièrement innovant pour fabriquer un bois composite obtenu grâce à de la farine de bois et du plastique, si je ne me trompe pas. Et donc Bénédicte nous parlera de son point de vue d'entrepreneur française, éventuellement des contraintes, des freins auxquels elle a été exposée, comment elle les a dépassés, et les atouts de la France dans la compétition internationale. Merci à vous d'être là. Jean-Marc Borrello, merci d'être là. Jean-Marc Borrello, on ne le présente plus, mais on va quand même le présenter. Jean-Marc Borrello est le cofondateur d'En Marche, membre du bureau exécutif. Il est aussi, parce qu'il a un agenda particulièrement chargé, le président fondateur du groupe SOS qui rassemble plus de 20 000 personnes, 20 000 salariés, et qui part d'un leitmotiv qui finalement illustre votre engagement au service de la chose publique, c'est que quel que soit son parcours, ses revenus, comment permettre à chacun d'avoir accès à des services de qualité en lien avec ses besoins essentiels, qu'il s'agisse du grand âge, de la question de l'éducation ou encore du logement. Militant de l'entrepreneuriat au service de l'intérêt général, vous nous direz ce que doit être pour vous le rôle de l'entreprise et sa contribution. Philippe Martin, qu'on ne présente plus non plus, mais je vais quand même essayer de le faire, nommé plus jeune économiste de France en 2002 de mémoire, aujourd'hui président délégué du CAE, donc rattaché directement au Premier ministre, et ayant contribué très fortement au programme économique du président Macron, qui nous fera part de son analyse sur la situation économique actuelle. Et puis nos 2 locaux de l'étape, donc Marie-Pierre Védrenne, députée européenne, conseillère régionale, vice-présidente de la commission commerce international au Parlement européen, spécialiste évidemment des sujets commerciaux, mais aussi qui a beaucoup d'ambition sur la question de la présidence française et qui nous donnera son éclairage sur ces questions. Et puis enfin, donc il y a les Morbihanais, il y a ceux d'Ille-et-Vilaine, on voit bien que la Bretagne est très très bien représentée. Alors, comme il y a des Yvelinois aussi, je sais que notre secrétaire général aura le droit à une standing ovation. Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, économiste, diplômé d'HEC, professeur au MIT, mais aussi député des Yvelines, conseiller régional, vice-président de la Commission des finances et secrétaire général du MoDem, qui nous parlera à la fois de ce que le gouvernement a fait depuis 2017, mais aussi ce que sont les perspectives et les sujets qui sont particulièrement défendus par le mouvement démocrate. Et comme c'est un spécialiste de la question de l'évaluation
et qu'il vient de remettre un rapport à Jean Castex à sa demande sur la question justement de l'atterrissage et de la territorialisation du plan de relance. Je pense qu'il nous dira aussi un mot des atouts et des enjeux pour les mois qui viennent. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole tout de suite à notre économiste Philippe Martin pour qu'il nous fasse un petit point à la fois sur la situation telle qu'il l'entend, et puis peut-être nous dire aussi, au regard justement de la situation des finances publiques, ce que doit être l'intervention sur un point de vue social de la puissance publique au regard des dettes notamment provoquées par la question du Covid. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour l'invitation. Donc oui, je vais faire un petit point introductif sur là où on est. Vous avez dit ça va mieux. Est-ce que les Français s'en rendent compte? Je crois quand même qu'il y a eu beaucoup de débats sur la gestion sanitaire. Il y en a eu beaucoup moins sur la gestion économique de la crise Covid. Je crois que les Français reconnaissent à quel point le quoi qu'il en coûte, l'absorption du choc sur les ménages, les entreprises, sur l'emploi a été quand même bien géré par le gouvernement. Alors on peut toujours trouver à redire ici ou là, mais je crois qu'il y a plutôt un consensus sur le fait qu'on a bien fait de protéger fortement les entreprises, les ménages et l'emploi. Je dirais quelques points, puis un petit peu de publicité d'ailleurs pour un travail qui va paraître la semaine prochaine du Conseil d'analyse économique, où on regarde justement où on en est aujourd'hui de la situation financière, en particulier des TPE-PME. C'est un travail très original parce qu'on a scruté 100 000 comptes bancaires de TPE-PME. Alors de manière, ne vous inquiétez pas, complètement anonymisée évidemment, mais ça nous permet de voir aujourd'hui, c'est des données de mois d'août, où on en est, parce qu'on est dans une situation évidemment très particulière, au sens où à la fois il y a le rebond, et puis il y a la fin des aides. Et donc c'est ce moment un peu particulier, par lequel il faut bien passer, mais qui est un moment de fragilité. Alors ce qu'on voit, c'est que la situation financière des entreprises, en particulier, donc nous on regarde TPE, PME, est bonne en moyenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de liquidité et de trésorerie, et ça c'est le PGE, évidemment, le prêt garanti par l'État. Et en termes de situation de dette, à nouveau, en fait, la moyenne est bonne, c'est-à-dire que la dette bancaire nette des entreprises, des TPE, PME, en moyenne n'a pas augmenté. Je reviendrai évidemment parce qu'il y a des zones de fragilité. Sur les ménages, là encore, et ça c'est aussi beaucoup le chômage partiel, un certain nombre de transferts sociaux, le pouvoir d'achat, et c'est assez exceptionnel dans une crise d'aussi grande ampleur, a continué à augmenter. Il y a une épargne très forte. Donc la question pour les économistes, évidemment, c'est à quel rythme cette épargne va être dépensée. On avait très peur qu'une épargne contrainte devienne une épargne de précaution. Ce n'est pas encore complètement clair ce qui va se passer de ce point de vue. Et puis du côté de l'emploi, là encore, et entre guillemets, les économistes doivent battre un peu leur coupe. On était très pessimistes sur l'emploi. Je vous rappelle qu'on disait qu'il va y avoir 1 million de pauvres en plus. Pourquoi? Parce qu'on anticipait une hausse du chômage à 10, voire plus. Et c'était comme ça qu'on arrivait au chiffre de 1 million. C'est pas ce qu'on a eu, heureusement. Et l'emploi se tient bien. Alors, il y a des mais, ou disons des zones un petit peu, je crois, où il faut faire attention. Sur les entreprises, je le disais, les TPE ont été très bien protégés. Les hôtels et restaurants, par exemple, ont été très bien protégés, c'est très clair, et on le voit de manière assez directe. Les PME, et dans certains secteurs, il y a des zones de fragilité. Il y a des entreprises dont on voit que la dette, il y a plus d'entreprises qui sont dans des situations financières délicates qu'avant la crise. C'est une augmentation beaucoup moins importante que ce qu'on pouvait craindre. Mais il y a ce sujet de la dette d'un certain nombre d'entreprises qu'il faudra avoir en tête. Sur les ménages, on le sait, l'épargne, elle a été constituée, mais de manière assez inégalitaire. C'est-à-dire que les 2 premiers déciles de revenus, les 20% les plus modestes, n'ont pas épargné et même ont plutôt un peu désépargné. Moi, j'ai beaucoup milité sur le fait qu'il fallait peut-être faire davantage, et en particulier
les jeunes, hein, dont on avait regardé aussi les comptes bancaires sur lesquels il y avait des situations de précarité. Alors les jeunes, l'emploi des jeunes, c'est très cyclique. C'est-à-dire que là, en ce moment, quand ça va mal, ça va plus mal que le reste de la population, et quand ça va mieux, ça va encore mieux que la population. Donc là, ça remonte, et de ce point de vue, on peut rester optimiste. Mais je pense qu'il y a cette question des jeunes, qui d'ailleurs va être très importante, évidemment, dans la campagne. Et puis sur l'emploi, il y a quand même le sujet qu'il reste aujourd'hui 200 000 personnes en équivalent temps plein, hein, qui sont en chômage partiel. Donc, je pense qu'il y a des points d'attention, des points de fragilité qu'il faut avoir bien en tête. Mais le point global, c'est que quand même, la situation est bien meilleure que ce qu'on pouvait craindre il y a encore un an. Et vous avez parlé de l'Europe et de l'international. C'est très clair que la crise sanitaire, on le sait très bien, elle ne sera pas terminée en France tant qu'elle ne sera pas terminée ailleurs. Donc on a payé trop cher le fait de penser que tout ça était derrière nous. Évidemment, il y a encore ce sujet d'attention qui plane au-dessus de nous. 2 points pour finir, qui sont plus des points, disons, structurels et plus de long terme, où c'est... et on a eu le ministre de l'Éducation à ce propos, je pense que la question de l'éducation va être absolument fondamentale. Et entre guillemets, je pense que ça n'est plus un sujet simplement du ministre de l'Éducation, c'est-à-dire que c'est un sujet aussi pour le ministre de l'Économie, pour l'économie. On le voit, il y a les difficultés de recrutement, et on les retrouve à la fois pour les très hautes qualifications et les très basses qualifications, qui évidemment demandent des réponses extrêmement différentes, des questions de savoir-être certainement pour les basses qualifications, et puis la question scientifique. Hein, il y a un rendement très élevé aux formations techniques et scientifiques, et clairement il y a un sujet, hein, qui n'est pas encore complètement résolu. Deuxième sujet, on l'a vu dans la crise, alors c'est un sujet entre le politique et l'économie, mais c'est l'économie politique, c'est le sujet de la défiance, qui est un sujet très pérenne. Enfin, c'est pas Macron, c'est même pas, c'est quelque chose qu'on voit de manière très structurelle en France. De défiance vis-à-vis du gouvernement, des institutions, de la science, et vis-à-vis même des autres Français. Hein. Ce qui s'est passé pendant la crise, c'est que je ne vous fais pas confiance pour porter bien le masque, etc. Et donc on a demandé plein de réglementations. Tout le monde était très content qu'il y ait des trucs très stricts, hein, pendant le premier confinement, mais c'est ce qui explique aussi que l'économie française, pendant le premier confinement, parce qu'on a mis toutes ces réglementations très dures, très restrictives, a chuté plus que les autres. Donc la confiance et la défiance, parce qu'elle rend plus difficile la négociation, des accords implicites dans les entreprises, etc., a un coût économique très élevé. Et cette première crise du XXIe siècle, c'est l'annonce d'autres crises où on devra la gérer, où la société et les gouvernements devront la co-gérer. Et ça, on ne sait pas très bien faire, hein, en France. Et je pense que ce problème, il est pas réglé. Donc voilà, éducation et confiance. Je sais que vous voulez que je parle de la dette, donc je peux dire que c'est le 3e sujet. Ce n'est pas le sujet qui m'empêche de dormir aujourd'hui. Je pourrais certainement expliquer pourquoi. Je pense que le choc Covid, il doit être absorbé par de la dette, parce que c'est un choc de dépenses qui n'est pas pérenne. En revanche, on l'a bien vu, tout le monde demande des dépenses publiques plus importantes. Santé, éducation, et moi le premier. Hein, donc et là, et je me suis exprimé là-dessus, je pense que je n'étais pas en faveur d'une réforme paramétrique sur les retraites. Je pense que la donne a changé. Je pense qu'il faudra passer par là, entre guillemets. Si on veut du sucré, il va falloir un peu de salé aussi. Et parce que si on veut une augmentation des dépenses publiques, et on voit bien en ce moment, il y a beaucoup de demandes, il va falloir en effet, je pense, le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est différent avant Covid et après Covid. Ça n'est pas le choc lui-même Covid, hein, c'est l'augmentation des dépenses publiques qui est demandée. Et donc, ça signifie que si on veut ne pas creuser davantage la dette, il y aura besoin évidemment d'une baisse des dépenses publiques par ailleurs, si on n'a pas une augmentation des impôts. Et je pense quand même que le plus évident, le plus naturel, ce sera cette question des retraites. Merci beaucoup, merci pour ce tour d'horizon et nous remettre un certain nombre de fondamentaux en tête. Bénédicte Jézéquel,
vous avez donc, il y a en 2001, co-créé une entreprise qui aujourd'hui est extrêmement, grâce à une innovation majeure et qui désormais est installée à la fois sur le territoire français, européen et même international, en partant du Morbihan. Est-ce que vous pouvez nous faire part à la fois de votre expérience d'entrepreneur et votre vision aujourd'hui sur comment faire finalement pour qu'il y ait d'autres Sylvadec en France? Merci de me recevoir. Je me permets de rebondir sur quelque chose que vous avez dit. C'est à l'issue lors du premier confinement, l'économie française a plus plongé peut-être que d'autres économies. Moi, j'ai une usine en Allemagne et une usine en France. Effectivement, pendant la période du premier confinement, on ne s'est pas du tout arrêté en Allemagne, alors qu'on a été à l'arrêt pendant 3 ou 4 semaines en France. Ce qui fait que finalement, lors de l'exercice 2020, on était quand même en croissance en Allemagne et en légère diminution en France. Donc effectivement, on a vu la différence de comportement. Alors pour ce qui est de mon entreprise, autrement, donc nous on fabrique du bois composite. Dans les années 99-2000, on s'est rapproché d'un bureau d'études américain qui avait lancé une technologie qui consistait à mélanger de la fibre de bois et du plastique vierge recyclé pour en faire des profilés destinés à l'aménagement extérieur. Alors l'intérêt de la techno, c'est que ça nous permet de faire des produits parfaitement imputrescibles sans qu'il y ait besoin de rajouter de traitements biocides. Et donc ce sont des produits extrêmement durables dans le temps. Et donc lors d'un voyage professionnel aux États-Unis, avec un associé, on avait eu donc vent de cette techno. Et on s'est rapproché de ce bureau d'études et il n'avait pas de licenciés en Europe. Et donc on s'est décidé à se lancer en fait dans ce nouveau marché en Europe. J'avais vécu aux États-Unis, mon associé à Londres. Enfin, on avait une petite culture internationale auparavant. Donc on était habitué à faire des transferts de techno des États-Unis vers la France. Et mais c'était quand même un nouveau. Enfin, on s'est lancé dans le milieu du bâtiment. Nous, c'était pas un milieu qu'on connaissait. On travaillait dans l'industrie plastique auparavant. Et donc, on a été, lorsqu'on a créé notre entreprise, on a voulu s'implanter. Enfin, moi, je suis bretonne, donc j'ai voulu revenir près de mes terres. Et en fait, on a trouvé une communauté de communes qui nous a accueillis dans le Morbihan. On a été extrêmement bien accueillis. Enfin, on parle souvent des difficultés de l'entreprise, enfin, de créer son entreprise en France. Moi, je l'ai créé en 2001. Moi, je trouvais que c'était un peu cocagne. J'étais vraiment très surprise par le système d'accompagnement qu'on pouvait avoir. On a eu un maire qui a fait construire un bâtiment adapté à nos besoins, qui a réuni, en fait, je dirais, les différentes collectivités. Enfin, on a été accompagné par la DREAL, par l'ADEME, par la région. Je trouve qu'en tout cas, on a eu tout un écosystème qui s'est mis autour de nous pour nous aider, en fait, à créer l'entreprise. Bon, après, c'était une affaire assez compliquée puisque c'était un nouveau produit. Enfin, on a eu plein de déboires technologiques, etc. Mais finalement, cet accompagnement nous a permis vraiment de passer les premières étapes. Donc ensuite, notre entreprise, on vend essentiellement donc des profilés, des planches chez les distributeurs professionnels tels que Point P, Gédimat, et puis on fait un peu de distribution grand public tels que Leroy Merlin par exemple. Et notre entreprise, et on fait de l'international aussi. Enfin, on a toujours, dans notre ADN, on aimait bien. On avait l'appétence pour le goût du voyage. Et on aimait bien découvrir de nouvelles cultures. Donc, on a toujours. En fait, nous, on était les premiers en Europe, donc on a réussi en fait à s'introduire dans des réseaux de distribution en Allemagne, Europe de l'Est, un petit peu partout en Europe. Et donc en 2014, mon entreprise en France était vraiment devenue trop petite. Enfin, les locaux étaient devenus beaucoup trop petits. Donc on avait hésité en fait entre rester en France et agrandir en France ou aller à l'étranger. Et finalement, pour un ensemble de raisons, je dirais parce que notre premier marché c'était l'Allemagne, mais aussi parce que il faut avouer que la fiscalité est un peu plus attractive pour les industriels en Allemagne qu'en France. On a fait le choix de s'implanter en Bavière, qui est l'une des régions quand même finalement les plus chères, si on veut dire, où le PIB est le plus développé en Europe. Mais on se disait que, en fait, on a été très bien accompagnés en Bavière, comme en France d'ailleurs, pour implanter une usine en Allemagne. Ils ont à peu près les mêmes dispositifs. On a été accompagnés par ce qu'on appelle Invest in Bavaria. Ils nous ont trouvé aussi le local, etc. Donc, c'est à peu près, grosso modo, la même chose.
on a réussi, notre point faible lorsqu'on arrive en Allemagne, c'était le recrutement. Parce qu'on est à 40 km du siège d'Audi, dans un territoire à peu près 2-3% de chômage. Mais la différence entre l'Allemagne et la France, là pour le coup, c'est que les jeunes, il y a quand même une appétence pour l'industrie. En fait, aller travailler en usine, c'est normal. Les ouvriers sont aussi mieux payés en Allemagne qu'en France. Globalement, alors on va vous parler des mini-jobs, mais finalement, le salaire moyen en Bavière, il est largement plus élevé que le salaire en France. L'ouvrier allemand, finalement, revient peut-être un peu plus cher, parce que les taxes, les charges patronales sont assez élevées. Par contre, le cadre allemand revient beaucoup moins cher que le cadre français, puisqu'on est toujours à 20% de charges patronales contre 40% en France, voire un peu plus pour les industriels. Parce que dans les scieries, il faut savoir que ça atteint 48%, donc c'est énorme. Donc, sincèrement, l'industrie du bois, je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir en France. Mais par contre, on a une fiscalité qui est plus attractive en France en Allemagne, parce qu'on n'a pas tous ces impôts de production. Mais pas suffisamment, parce qu'en Allemagne, il n'y en a pas. Mais effectivement, la convergence est meilleure, parce que lorsqu'on a démarré, il y avait, mais vous ne les avez pas encore diminués suffisamment. C'est en cours. C'est en cours, mais il y a encore du travail. Mais c'est meilleur, c'est beaucoup mieux. C'est meilleur. Donc oui. Parce que de toute manière, le problème, c'est que lorsque nous, on a décidé de partir, mais c'était un ensemble de raisons, parce qu'on avait des clients là-bas, c'était un gros marché, etc. Mais il y a aussi ce problème de fiscalité. Mais lorsqu'on est parti, en fait, et que ça fonctionne bien, on n'a pas forcément envie de revenir. Parce que la croissance, ça se fait là-bas aussi, quoi, et qu'on a fait tout un gros travail pour pouvoir s'installer là-bas. Mais maintenant, on est allé dans des territoires qu'on connaissait. Moi, j'achète toutes mes matières premières en Europe. Je suis une Européenne convaincue aussi. J'ai essayé d'acheter un petit peu parfois en Asie du Sud-Est. Ça ne fonctionne pas très bien parce que dès qu'il y a des ruptures, vous devez les faire venir par avion. Vous ne maîtrisez pas la qualité. L'inox chinois, ce n'est pas l'inox français. Finalement, acheter en Asie du Sud-Est, quand on a une société comme la mienne, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires et 100 personnes, ce n'est pas si simple que ça. Donc, on achète toujours d'acheter quand même plutôt en local quand notre terrain de jeu, c'est l'Europe au final, quoi. Donc finalement une PME bretonno-bavaroise, c'est ça, leader européenne de son marché, sur une base extrêmement innovante sur un secteur qui ne cesse de se développer, qui est l'économie circulaire, et cherchant à s'approvisionner en circuit court. Donc finalement, vous êtes l'exemple même d'une entreprise qui contribue à son échelle à cette économie responsable que nous appelons de nos voeux au niveau européen. Donc merci. Oui, il y a de très bonnes choses en France. Par exemple, le CIR, c'est quelque chose qui nous a vraiment... on a un bureau d'études avec à peu près, sur une centaine de personnes, il y a 7 ou 8 ingénieurs qui travaillent, et des chercheurs. Et le CIR était vraiment un dispositif incitatif qui permet de faire le premier pas lorsqu'on embauche un chercheur et qu'on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'il va trouver. Merci beaucoup. Merci Bénédicte. Jean-Marc Borrello, vous êtes le militant par excellence de l'entrepreneuriat au service de l'intérêt général. Alors justement, pour rebondir sur les propos de Bénédicte, vous avez un discours très construit sur la question justement au regard des besoins, de ce que peut être le rôle à la fois des entreprises, mais aussi du privé, lucratif ou non lucratif, et puis du service public. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Bonjour et merci de votre invitation. Il s'est construit avec le temps, en post-rationalisant ce qu'on avait réussi, en oubliant ce sur quoi on avait échoué. Donc c'est pas très glorieux comme discours construit, mais en tout cas, ces 40 dernières années, effectivement, le sujet de l'économie, du partage de la richesse, de l'entreprise d'intérêt général, etc., revient de manière assez récurrente avec... En tout cas, depuis quelques années, me semble-t-il, un vrai mouvement de consolidation. Alors, pour aller vite, économie classique ou sérieuse, que d'autres connaissent mieux que moi. Et puis, l'économie sociale, pas tout à fait rien, 12% du PIB, 14% de l'emploi en ce moment, si j'ai bien compris, mais fondée sur une différence statutaire. La différence statutaire étant d'un côté les entreprises de capitaux, les gens sérieux, que représente ma voisine de droite, et puis
tout ce qui était très simplement associations, coopératives, mutuelles et fondations, qui étaient l'économie sociale. Avec sans doute l'idée derrière ça que les uns étaient d'affreux capitalistes au corps spongieux, gorgé du sang des travailleurs, pardon, ça date un peu, et que les autres étaient de doux rêveurs sympathiques qui dépensaient de l'argent public sans être capables de le créer. D'ailleurs, on retrouve globalement sur l'échiquier politique, puisque c'est le dernier métier complémentaire et bénévole que j'exerce, l'idée que une partie de la classe politique était douée pour créer de la richesse, faire fonctionner des entreprises, avoir des résultats, distribuer des dividendes. Ça, pour aller vite, c'était la droite. Et puis l'autre était plutôt doué pour la partager équitablement. Et le problème, c'est que les deux ne se rencontraient pas. Et donc, on a eu des périodes où on créait plus de richesses, d'autres où on créait plus de dépenses. Et ça a créé un système alternatif, mais pas très pérenne. L'idée selon laquelle l'économie, et pardon, du point de vue micro en tout cas, peut à la fois créer des richesses et à la fois répartir équitablement la richesse créée, c'est un mouvement qui s'est amorcé. Alors il faut rendre à César ce qui lui appartient. D'abord par une loi sur l'économie sociale qui était une loi de Benoît Hamon, auquel on a réussi à faire entendre l'idée que ça n'était pas un problème de statut. Et que, pour reprendre ce qui m'a valu beaucoup de succès dans le monde associatif à cette époque-là, l'idée que les statuts ne faisaient pas la vertu. Et j'avais l'habitude de rajouter, il y a des associations de malfaiteurs, des coopératives d'imbéciles, des mutuelles aux frais de gestion extravagants. Donc on ne fonde pas l'intérêt ou l'impact d'une entreprise sur ses statuts, et il y a des entreprises de capitaux qui ont un impact formidable sur les salariés, sur l'environnement, sur les circuits courts. Et donc, il n'y a pas d'un côté les capitalistes qui font des profits et de l'autre côté les joyeux animateurs associatifs qui font des dépenses. Donc la loi Hamon a permis de considérer qu'un certain nombre d'entreprises classiques, si j'ose dire, avec des actionnaires, pouvaient être des entreprises d'intérêt général, et ça a été fait dans cette loi. Et puis, une autre loi plus récente sur laquelle notre ami Jean Noël a pas mal travaillé avec Olivia Grégoire et quelques autres, qui est la loi Pacte, qui disait, pour se rapprocher, si j'ose dire, dans l'autre sens, que des entreprises classiques avec des actionnaires, des capitaux, des réussites, une internationalisation, pouvaient aussi se donner des objectifs qui n'étaient pas que financiers. Et c'est la loi Pacte avec le cortège des entreprises à mission, etc. De la raison d'être qu'on peut aujourd'hui mettre dans ces statuts. Donc j'ai le sentiment, avec le temps passé, que les choses deviennent plus raisonnables. J'allais dire, deviennent en même temps la capacité de créer des richesses, parce que, à titre personnel, j'ai toujours eu plus de difficultés à créer de la richesse qu'à la répartir. Ça prend plus de temps. La créer, c'est monter une entreprise qui fait des résultats et faire en sorte qu'avec ces résultats, on puisse équitablement partager cette richesse ou équitablement avoir des prix différenciés en fonction du revenu de ceux dont on s'occupe. Donc je pense que nous allons dans le bon sens. Il y a encore du travail. Je suis encore très fan des fondations actionnaires. Je n'y suis pas parvenu pendant ce quinquennat, mais j'ai quelques camarades, y compris parlementaires, sur lesquels je peux compter, parce que je trouve que la fondation actionnaire est un outil très utile et en Europe du Nord extrêmement important. Des grands groupes industriels, Velux et quelques Rolex et quelques autres, appartiennent à des fondations actionnaires. On a créé un dispositif, mais on n'est peut-être pas allé assez loin sur ce créneau-là. Et donc le sentiment que nous allons dans le bon sens, on va aussi dans le bon sens en supprimant les impôts de production. Hein, je vous promets qu'il y a une suite à ce qui a été fait. Donc je crois que nous avons avancé et c'est plutôt extrêmement positif. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, un certain nombre de services dits d'intérêt général peuvent être fournis par des entreprises, qu'elles soient d'ailleurs lucratives ou pas. Le groupe SOS, ça gère des hôpitaux. Alors, on ne sait pas que le système non lucratif gère des hôpitaux. Alors, ce n'est pas des cliniques, hein. Ce sont des hôpitaux. Ce n'est pas écrit dessus si c'est public, privé lucratif ou privé non lucratif. Mais nous gérons des hôpitaux. On avait la bonne idée aussi de gérer des maisons de retraite, ce qui, dans la période qui vient de s'écouler, était
plutôt sportif. Et c'est là qu'on peut essayer d'être un peu imaginatif sur le plan économique. Par exemple, les maisons de retraite à grands traits, celles publiques qui sont très peu chères avaient une tendance à ne pas être suffisamment entretenues, avec suffisamment de salariés. On avait tendance à considérer qu'un certain nombre de maisons de retraite publiques commençaient à ressembler à des hospices. Et puis, le privé lucratif, c'était réserver la part lucrative, c'est-à-dire des maisons de retraite plus chères, mieux équipées, avec plus de personnel. Il y a 5 ou 6 ans, considérant que ça n'était pas strictement interdit, nous avons décidé d'appliquer des tarifs différenciés dans nos maisons de retraite qui prenaient en compte le revenu de ceux que nous accueillons. Ce n'était pas totalement autorisé, mais pas totalement interdit. On l'a fait. La Cour des comptes, dans un rapport qui doit sortir à la fin du mois, va dire que nous avons bien fait de le faire. Mais c'est typiquement des modèles économiques où on offre le même service, la même qualité de service, dans une entreprise qui, du coup, fonctionne bien et a des résultats, mais en prenant en compte le revenu des gens. Alors, ce n'est pas très compliqué, on a appelé ça surloyer solidaire pour ne pas être traité d'affreux libéraux par nos camarades, qui est un peu le système du monde HLM. Mais le fait est que c'est un des moyens de répondre à un enjeu extrêmement important et qui sera d'ailleurs majeur dans le projet de loi de finances, qui est la prise en charge de nos aînés. Donc encore une fois, qu'on soit public, privé lucratif, privé non lucratif, ça n'a pas une grande importance. Dans l'ensemble des cas, il faut être capable de mesurer l'impact de l'entreprise. Et c'est sur cet impact qu'on est capable de faire des choix, y compris des choix publics de fiscalité ou d'aide, pour aller dans les deux cas. Et d'ailleurs, nous avons créé avec Jean-Noël un impact tank, donc un think tank sur l'impact avec quelques universités, dont Sciences Po et quelques autres, qui a pour objet de mesurer l'impact des entreprises, à la demande évidemment des entrepreneurs, pour essayer de corriger ce qui ne va pas et d'améliorer ce qui peut l'être. Donc encore une fois, un sentiment plutôt optimiste, avec une particularité, c'est que malgré cette crise, malgré un secteur qui a été particulièrement impacté, puisque en ce qui nous concerne, les hôpitaux et les EHPAD ont eu à gérer un peu en première ligne les sujets Covid, eh bien, le secteur est plutôt résilient. Et objectivement, grâce aux aides publiques, y compris sur les EHPAD, nous avons passé la crise, nous avons plutôt surembauché grâce au Ségur de la santé dans des conditions qui sont un peu meilleures que par le passé. Donc, encore une fois, la crise, c'est aussi un moyen d'avancer, de modifier ses pratiques, d'apprendre. Et je pense que c'est un moment dont nous sortons collectivement plutôt mieux que prévu. Il n'y a pas que les économistes qui étaient inquiets, les chefs d'entreprise aussi. Et à la fin de l'histoire, je pense que la gestion publique de cette affaire, quoi qu'on en dise, a été exemplaire et nous a permis de passer la crise et aujourd'hui de rebondir. Merci beaucoup. Cette crise, elle a également été l'occasion de nous faire comprendre à quel point la question de la souveraineté, l'indépendance, c'était absolument majeur. Et l'Europe a souvent été accusée de naïveté sur un certain nombre de questions, notamment sur ces sujets de règles de concurrence ou du commerce. Alors Marie-Pierre est une immense spécialiste des questions de commercial et d'OMC et pas que. Et à la veille finalement de cette présidence française de l'Union européenne dont on attend énormément puisqu'on connaît l'engagement du président de la République sur cette question, je voulais avoir ton point de vue et ton analyse de la situation. Merci beaucoup Maud. Bonjour à tous et à toutes. Très heureuse d'être avec vous et de pouvoir rebondir aussi justement à tous les témoignages qui ont été dits avant. Je pense que c'est important. Je reviens effectivement d'abord sur les constats qu'on partage tous, que le président de la République partageait bien avant aussi la crise du Covid. Quand dans le discours sur la Sorbonne, dans la lettre aux Européens, il appelle de ses voeux une Europe beaucoup plus unie. Et quand vous évoquez vos problématiques à l'intérieur du marché, c'est ce qu'on veut faire, beaucoup plus juste et beaucoup plus souveraine. Donc tout ce travail maintenant, c'est comment on va convaincre tous nos collègues européens qu'il faut véritablement avancer et aller de l'avant et construire les leviers, notamment juridiques, mais aussi budgétaires, pour pouvoir répondre à ces objectifs-là.
justement, pour répondre à la crise, je crois que je ne reviens pas sur la situation sanitaire où on a beaucoup critiqué l'Europe au début. Mais d'un point de vue économique, il faut rappeler, historique, l'engagement et l'adoption du plan de relance, permis parce que le président de la République, Angela Merkel, se sont mis d'accord et justement ont dessiné, en quelque sorte, ensemble la politique du quoi qu'il en coûte. Il faut se rappeler les divergences qu'il y avait à l'époque, quand on était dans plein débat, à la fois au Conseil, à la fois au Parlement européen, sur l'adoption de ce plan de relance. Ce n'était clairement pas acquis, et pour autant, nous y sommes arrivés, et nous avons ce plan de relance qui maintenant doit se déployer dans l'ensemble de nos territoires, et qui doit permettre de bâtir une relance justement en écho avec le titre de notre débat, qui soit juste socialement, qui soit responsable écologiquement et qui soit aussi source d'innovation pour justement aussi contribuer au partage de la richesse. Alors, tu as évoqué, Maud, les sujets commerciaux et effectivement cette volonté d'avoir une Europe puissance. Et pour répondre, je me focaliserai juste sur 2 points pour répondre à la question sur une économie plus responsable, 2 leviers qu'on souhaite absolument avancer au cours de la présidence française. Le devoir de vigilance, où on a une initiative française, c'est-à-dire faire en sorte que, justement, on l'ait à l'échelle européenne, parce qu'on le voit bien, nos chaînes de valeur, elles ne sont pas toujours résilientes. Il y a de la concurrence déloyale, à la fois sur le volet environnemental, à la fois sur le volet social, les droits du travail. Donc, il nous faut absolument avancer, et c'est une priorité. Et nous avons maintenant une proposition qui arrive sur la table de la Commission européenne et le Parlement européen est à l'avant-garde sur ces sujets pour véritablement y arriver. Ça sera bien évidemment un enjeu pour avoir une économie responsable, mais aussi pour garantir des conditions de concurrence plus loyales. Autre levier, c'est le mécanisme carbone. On en a beaucoup parlé. Là aussi, bien évidemment, c'est un enjeu essentiel pour répondre au changement climatique, mais c'est un enjeu aussi, on l'aborde peut-être moins, nous, côté Parlement, parce que on sait que ça posera des divergences, mais pour le remboursement de la dette. Ce mécanisme carbone, il a aussi pour viser de contribuer au budget européen, aux ressources propres, qui aborderont aussi cette question. Un autre axe peut-être qui est extrêmement important, dont on a parlé dans différentes tables rondes, sur une économie responsable, c'est aussi maintenant le rôle des plateformes et des géants du numérique. Et là encore, pendant la présidence française, on a des enjeux fondamentaux sur la régulation de ces géants du numérique, à la fois en termes économiques, à la fois en termes de contenu, parce que ça a été abordé aussi, on passe pas seulement à une logique de propagande, mais à une logique d'ingérence dans notre société européenne. Donc c'est un enjeu fondamental sur lequel on veut absolument avancer pendant la présidence française. Et puis, parce que Madame, vous l'avez bien évoqué au travers de votre expérience, il y a tout ce travail qui est fait sur la scène internationale, il y a à l'intérieur de notre propre marché des conditions de concurrence déloyale sur le volet social, sur le volet fiscal. Et un enjeu fondamental de la présidence française sur le volet social, c'est le salaire minimum. Adapté à chaque État membre de l'Union européenne, on le précise à chaque fois parce qu'on se fait souvent attaquer par nos oppositions dès qu'on parle de salaire minimum, mais non, c'est véritablement répondre à l'enjeu que vous avez aussi esquissé, c'est-à-dire qu'en Europe, il y a quand même 1 personne sur 6 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc il nous faut aussi bâtir une vraie Europe sociale, avoir un modèle de convergence qui soit tiré vers le haut, et c'est l'enjeu du salaire minimum. C'est l'enjeu aussi d'un rapport qui est porté par notre collègue Sylvie Brunet sur les travailleurs des plateformes. Là encore, c'est essentiel, il ne s'agit pas de pointer du doigt les plateformes, mais il s'agit véritablement, quand il y a un conflit, qu'elles prennent pleinement leurs responsabilités, parce que ces travailleurs doivent eux aussi bénéficier de tous leurs droits, que ce soit le droit justement à la protection, le droit plus tard à la retraite, etc. Il faut qu'on puisse avancer sur ces enjeux. Donc nous sommes pleinement engagés, à la fois les députés européens, mais à la fois avec les collègues à l'Assemblée, pour porter cette justement future économie responsable. Merci beaucoup Marie-Pierre. Et on connaît l'engagement et l'énergie de Marie-Pierre et de l'ensemble de la délégation Renew au Parlement européen pour faire avancer toutes ces questions. Alors si la situation aujourd'hui est encourageante, sans rien nier des difficultés qui demeurent, c'est dû évidemment à la manière dont la crise a été gérée, mais également sur un certain nombre d'avancées, de mesures qui ont été portées par le gouvernement. Et Jean-Noël, en tant que garant
de l'évaluation des politiques publiques et acteur, Jean-Marc Borrello l'a rappelé, notamment de la loi Pacte. Est-ce que Jean-Noël, tu pourrais nous faire un petit retour sur les principales dispositions, en répondant peut-être également à Bénédicte sur la question des impôts de production et la baisse des impôts de production, et puis esquisser les perspectives, ce qui te semble être les priorités pour les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup, Maud. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très honoré et très heureux d'être aux côtés de Philippe Martin et Jean-Marc Borrello, parce que vous le savez peut-être pas tous, mais chacun dans leur domaine d'expertise, ils ont été des inspirateurs de ce que nous avons fait depuis 2017. Donc écoutez bien ce qu'ils disent aujourd'hui, parce que ça préfigure peut-être un certain nombre de choses que nous ferons demain. Très heureux aussi de retrouver ma complice Marie-Pierre Védrenne, qui, dans notre petit groupe de députés européens, est celle qui suit les sujets économiques. Elle vient d'en parler avec brio. Et très heureux de rencontrer Bénédicte, dont nos amis du Morbihan nous ont dit le plus grand bien, et qui a effectivement cette très belle aventure entrepreneuriale familiale qu'elle nous a racontée. Moi, je voudrais vous donner quelques points sur lesquels, à mon avis, on a un peu avancé et sur lesquels on peut aller sans doute un peu plus loin. En reprenant peut-être le sujet sur lequel, au point où on l'a laissé avec Marie-Pierre, une économie responsable, c'est aussi, et c'est du ressort de la négociation européenne, c'est aussi une économie dans laquelle les entreprises payent, et les entreprises d'ailleurs et les ménages, mais les entreprises en particulier payent les impôts qu'elles doivent payer. Et je voudrais vous raconter, je voulais parler de ça en particulier parce que le groupe Modem à l'Assemblée a été le premier à défendre l'idée de la taxe GAFA et a été le premier aussi, inspiré par un certain nombre de travaux menés par Philippe Martin, à proposer l'impôt minimum sur les sociétés. Et vous voyez que grâce à l'impulsion d'Emmanuel Macron, à l'énergie déployée par Bruno Le Maire, on est sur la voie, en tout cas j'ai l'impression qu'on y est, d'un accord sur la taxation minimum, un impôt minimum sur les sociétés. Pourquoi c'est important ? Parce que sans ce plancher, sans ce taux minimal, les grandes entreprises optimisent et choisissent évidemment les juridictions, les pays où l'impôt est le plus faible pour y loger leur production ou leurs activités en fonction du bénéfice fiscal qu'elles peuvent en tirer. Évidemment, ça pose un problème majeur puisque de justice sociale, puisque les pays sont privés des recettes nécessaires au financement de la protection sociale, mais ça crée aussi une forme d'inégalité entre les grands groupes qui peuvent optimiser et choisir ainsi les meilleures localisations ou loger leurs profits, et les jeunes entreprises, celles qui vont créer les emplois de demain, qui vont créer de la productivité et qui, elles, parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles sont un peu plus petites, n'ont pas accès à ces choses-là. Donc pour des questions de justice et d'efficacité, il fallait mettre fin à cette situation et on est presque au bout, même si ça va encore supposer un certain nombre de discussions. Deuxième sujet, la question de la transition écologique. Et là, Marie-Pierre l'a évoqué aussi, ce qui est très remarquable, c'est le plan de relance. D'une certaine manière, la crise de la Covid nous aura, grâce à l'accord décroché par le président de la République, grâce au plan de relance qui a été mis sur pied par le gouvernement et qui est adopté au Parlement, d'accélérer un certain nombre de transitions. Et je voudrais partager avec vous deux exemples de mon petit tour de France, puisque à la demande du Premier ministre, je me suis rendu dans chacune des 13 régions de France métropolitaine, en me déplaçant dans des bassins d'emploi qui étaient fragiles avant la crise et qui étaient touchés par la crise et qui risquaient donc de cumuler, si je puis dire, les difficultés. C'était d'abord l'exemple du Havre, où nous sommes rendus début mai, quelques jours seulement après la fermeture de la centrale à charbon, conformément aux engagements pris par la France et par le président de la République. La centrale à charbon du Havre, qui était opérée par EDF, elle est sur le port du Havre. Moi, je ne connaissais pas le port du Havre. Il faut voir le port du Havre. C'est un gigantesque port qui est une zone industrielle très importante. Et la centrale à charbon avait fermé ses portes. Il y avait 140 salariés au moment de la fermeture. Il y en a un certain nombre qui vont être redéployés, reclassés. Il y en a une dizaine qui va rester sur le site pour le démantèlement. Enfin, évidemment, des questions sociales qui sont posées par cette fermeture.
Vous traversez la rue, littéralement, à quelques dizaines de mètres en face de la centrale à charbon. Vous avez un gigantesque chantier. C'est le chantier de Siemens Gamesa. Siemens Gamesa, au Havre, ce sera le premier site industriel dédié aux énergies renouvelables en France, puisque c'est sur ce site qu'on assemblera les gigantesques éoliennes offshore, qui certes ont fait parler un peu d'elles dans l'actualité récemment, mais qui emploieront à terme 750 personnes, et notamment des jeunes sans qualification des quartiers du Havre, où les taux de chômage sont particulièrement élevés. Avec un coup de pouce de France Relance, du plan de relance, qui a permis aux chantiers qui avaient pris du retard du fait de la crise de la Covid, de rester rentables malgré le retard accumulé. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Béthune, où nous sommes rendus avec la petite équipe avec laquelle je travaillais, quelques semaines après la fermeture de Bridgestone. Donc Bridgestone, vous vous souvenez, c'est ce PSE très 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 inquiétant, puisqu'il a concerné 863 salariés, avec une usine légendaire de pneus qui, après 60 années d'activité, a fermé brutalement ses portes cette année. Heureusement, il y a eu une mobilisation très forte de l'État, du territoire, pour essayer de reclasser le maximum de ses salariés. Et quand nous y sommes allés, le site était fermé, donc nous ne l'avons pas visité, mais nous avons visité une autre entreprise familiale, qui s'appelle Groupe Atlantique. Groupe Atlantique, c'est une ETI aujourd'hui, qui a une présence internationale et qui fabrique des chaudières et des pompes à chaleur. Et donc nous, on leur demande alors, pas trop dur la crise. Et ils disent, ben non, parce que grâce à MaPrimeRénov', le dispositif d'accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments, nous avons vendu des chaudières, nous avons vendu des pompes à chaleur, si bien que nous avons ouvert 50 postes à des ex-Bridgestone. Je vais citer ces deux exemples pour vous dire que le plan de relance au Havre, devant la centrale à charbon, à Béthune, aux portes de Bridgestone, a permis d'accélérer des transitions et de réconcilier d'une certaine manière développement économique d'un bassin d'emploi sinistré avec la transition écologique. Justice fiscale, transition écologique, égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations, c'est le troisième point que je voulais partager avec vous. C'est là aussi un sujet auquel on doit être extrêmement attentif, parce que c'est une question de justice, mais c'est aussi une question d'efficacité. Quand on a 50% de la population qui est féminin ou féminine, et 30% seulement des chefs d'entreprise qui le sont, c'est une inégalité d'accès à un droit, à une forme d'émancipation, mais c'est aussi, et les études le montrent, une forme d'inefficacité économique. Pourquoi se priver d'un tel vivier de talent ? Pourquoi, dans des entreprises, aurions-nous une surreprésentation des hommes qui ne correspond pas ni à la clientèle, ni au vivier de talent, ni au pool des investisseurs potentiels ? Sur ce sujet de l'égalité femmes-hommes, lors de d'une des toutes premières réformes du quinquennat, qui est la loi sur l'avenir professionnel, sur le choix de son avenir professionnel, je n'ai plus le nom exact en tête, sur la liberté de choisir son avenir professionnel de Muriel Pénicaud, qui a réformé l'apprentissage, on a instauré le principe d'un indice que les entreprises doivent publier d'égalité salariale, de manière à ce que les mauvais, ou en tout cas les bonnes pratiques soient valorisées et que les pratiques un peu datées soient mises en avant pour que les entreprises se réforment. C'est évidemment une étape intéressante, mais je crois que sur ce sujet, je parle de l'égalité femmes-hommes parce que c'est un exemple de ce que l'on a fait, mais sur toutes les questions de discrimination, il faudra qu'on aille beaucoup plus loin. Et puis le dernier sujet, et là je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean-Marc. C'est fini le temps où on opposait l'entreprise avec le monde associatif, le monde de l'économie sociale et solidaire. Et grâce à des acteurs comme Jean-Marc, d'un côté, grâce à des chefs d'entreprise engagés, comme Bénédicte, comme d'autres, de l'autre, nous regardons désormais les organisations comme étant des acteurs du changement, de la transition, du progrès, indépendamment de leur statut. Et sur la question de l'association des salariés au partage de la valeur comme au pouvoir dans l'entreprise, l'une des conquêtes de ce quinquennat, c'est que nous sommes allés beaucoup plus loin sur la question de l'intéressement, de la participation et de l'actionnariat salarié. Donc là, c'est le monde traditionnellement de l'entreprise qui se rapproche des modèles de l'économie sociale et solidaire, qui associe beaucoup mieux et beaucoup plus
les salariés, les collaborateurs, aux décisions stratégiques et aux bénéfices engendrés par les entreprises. Et donc, s'agissant de l'intéressement et de la participation, dans la loi Pacte que citait Jean-Marc, nous avons réduit le forfait social, c'est-à-dire les impôts que les employeurs payent sur les sommes qui sont versées au titre de l'intéressement et de la participation. Nous avons aussi facilité les mécanismes d'actionnariat salarié et nous l'avons fait un peu plus encore pendant la crise où là aussi le forfait social sur les versements donnant lieu à l'acquisition par les salariés de parts de leurs entreprises a été réduit, ce qui est une très bonne chose. Mais nous sommes encore très loin du compte puisque la part des salariés qui sont associés au capital de leur entreprise aujourd'hui en France est encore beaucoup trop faible. Alors moi, comme économiste, au départ, je me méfiais de cette idée un peu française de l'actionnariat salarié. Au passage, l'intéressement et la participation, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est peut-être une idée gaulienne, c'est peut-être De Gaulle qui l'a beaucoup poussée, mais celui qui a rédigé l'ordonnance de 59, qui fige, ou en tout cas qui instaure le régime de l'intéressement et la participation, c'est Paul Bacon, ministre du Travail MRP, donc démocrate, pendant 9 ans, à qui on doit également l'instauration du salaire minimum. Et donc sur ces sujets-là, nous avons fait beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire. Et je pense que nous devons collectivement réfléchir aux propositions qui pourront celles que nous présenterons aux Français, que le président de la République, s'il est candidat, comme nous le souhaitons, présentera devant les Français en avril prochain, parce qu'il est essentiel que dans le monde qui vient, les salariés, les collaborateurs de l'entreprise puissent avoir le sentiment et la perception d'être aussi responsables, d'être aussi associés aux décisions et d'être aussi, je dirais, associés à la performance et aux fruits de la prospérité. Sans quoi, nous finirons, une fois encore, par retrouver des oppositions stériles entre ceux qui disent qu'il faut viser la prospérité et ceux qui disent, au contraire, comme le rappelait Jean-Marc tout à l'heure, non, il faut d'abord s'inquiéter de partager les fruits de la croissance avant même d'en avoir créé les conditions. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Noël. Alors on va prendre un certain nombre d'interventions en plusieurs salves si vous voulez bien, et surtout je vous demanderai de resserrer vos interventions pour que le maximum de gens puissent prendre la parole et surtout pour que nos invités aient le temps d'y répondre. Oui, bonjour, Bruno Voyer, donc élu en Bretagne, sur la côte d'Émeraude. Je souhaitais faire un petit clin d'œil à Bénédicte Jézéquel parce que mon rêve, quand elle parlait du Morbihan et de la Bavière, que je connais bien, c'est que la Bretagne, un jour, dans une république décentralisée, vraiment décentralisée, soit la Bavière de la France. Je dis ça assez souvent, sans rigoler, parce que je pense qu'on a la même configuration, la même culture, les mêmes atouts que la Bavière. Et demain, dans une république centriste, décentralisée, enfin aboutie, la Bretagne soit la Bavière. Bon, ça c'est un petit clin d'œil. Moi, je souhaitais aborder 2 questions que je constate au quotidien à titre d'élu, mais surtout au titre professionnel, puisque ça fait 20 ans que je travaille dans le développement économique et l'accompagnement des entreprises et de l'ESS d'ailleurs. Il y a 2 sujets qui sont latents depuis très longtemps, mais qui ont été énormément renforcés depuis la crise, donc depuis 1 an et demi. C'est la rémunération des salariés et les conditions de travail des salariés, parce que ça a été évoqué dans une intervention. C'était déjà un sujet, mais aujourd'hui, on croise tous des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants. Beaucoup de salariés dans certains secteurs du service et du BTP ne veulent plus travailler dans certaines conditions, à certains horaires, le week-end, etc. Donc la première question, c'est la rémunération des salaires bas et des conditions de travail. Donc il va falloir y passer parce que sinon on ne va plus avoir de main-d'œuvre, mais ça nécessitera que le client final, que nous sommes tous, paye plus cher le produit ou le service. Première question. Et deuxième question, jointe, je dirais, c'est, je lis responsable dans l'appellation, c'est donner du sens et de la valeur aux salariés, en particulier pour les jeunes générations. C'est-à-dire on ne peut plus être aujourd'hui simple plombier, électricien ou tout ça, mais pourquoi on fait ce travail, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça apporte à la société dans les 2 sens du terme, la société avec un grand S et la société comme entreprise. Voilà.
Donc, Merci. la rémunération et le sens et les sens. valeurs, qu'est-ce qu'on fait? Très bien, merci beaucoup. Bonjour. Donc une question à Jean-Noël et peut-être à Marie-Pierre. Par rapport à l'enjeu de la relocalisation de la production et de la transition écologique, est-ce que ce n'est pas le moment justement en Europe de reparler d'une taxe carbone sur les produits importés? Alors je ne sais pas si voilà ce que vous avez dit, mais j'aurais voulu développer un petit peu peut-être ce point pour les enjeux autour du climat. Merci. Merci. Alors Martine Le Gall, on m'a dit de faire court. Hein. Je suis de la banlieue de la banlieue de Guidel, de l'autre côté de la Laïta. Alors c'est pas court pour le coup, et expatriée à Paris depuis quelques belles années. Alors moi j'ai 2 questions pour le coup. Alors je suis désolée hein, parce que ça va être plus long. La première question, je voudrais revenir sur la question de la dette. Et la deuxième, ça concerne plus les subventions et l'écologie, la rénovation énergétique. Alors la première, concernant la dette, on peut que se féliciter de la gestion de la crise sanitaire par la Banque Centrale Européenne. On a évité une crise de liquidité. Alors aujourd'hui, on est dans une phase de sortie. Alors on voit avec côté réserve fédérale américaine, c'est le début les spécialistes parlent de tapering. Alors en Europe, on est plutôt dans la phase de recalibration. Alors ce qui se passe sur le plan économique, et j'aimerais en savoir un petit peu plus puisqu'on a des économistes autour de la table aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation de taux d'intérêt assez durablement bas, une inflation dont on ne sait pas si elle est conjoncturelle ou structurelle aujourd'hui, avec ce que j'appelle des conséquences, des unexpected consequences, à savoir peut-être des phénomènes de bulles sur un certain nombre d'actifs et qui touchent tout le monde, y compris les particuliers ici, puisqu'on peut avoir des bulles immobilières à certains endroits, des bulles sur certains actifs financiers. Comment est-ce qu'on en sort? Ça génère aussi des inégalités. Est-ce qu'on s'est bien fléché tout le plan de relance vers justement cette rénovation énergétique, etc. Et ça m'amène à la deuxième question, pour le coup, sur la rénovation énergétique, puisque j'ai eu l'occasion récemment, pas loin d'ici, de monter un dossier de subvention pour une pompe à chaleur, hein, pour ma maman. Et on retrouve le millefeuille territorial pour ces phénomènes de subvention avec des agences au milieu. Alors c'est extrêmement lourd. Moi j'ai commencé il y a 1 an, on a installé la pompe à chaleur cette semaine, pour être sincère avec vous. Et d'autre part, par contre, il manque peut-être des éléments de nature technique pour les particuliers, parce qu'on veut améliorer hein, les diagnostics énergétiques des maisons, mais en tant que particulier, c'est difficile de s'y connaître à la fois en pompe à chaleur, en pignon à rénover, en sous-sol là aussi à améliorer la performance énergétique, à isoler, je cherchais le terme. Donc il y a vraiment des sacrés questionnements en cours et je compte sur les économistes parce que je suis aussi à mon humble niveau économiste de formation et je crois qu'on a beaucoup de choses à remettre à plat et à revoir. Merci beaucoup. Je vais tout de suite passer la parole à Philippe Martin pour vous éclairer sur un certain nombre de questions qui ont été posées. Bon, merci. Je ne sais pas si je répondrai à toutes les questions. Sur rémunération, oui, je pense que la question des bas salaires, elle se pose. Et par ailleurs, quand en effet on a du mal à recruter, un économiste vous dira oui, il faut que le prix s'ajuste et que s'il y a une demande de travail qui est supérieure à l'offre, eh bien, il faut certainement en effet que les bas salaires augmentent. Avec quand même 2 sujets d'attention. C'est que sur un certain nombre de personnes très peu qualifiées, la question des bas salaires, elle doit se conjuguer à celle aussi de la formation et de la possibilité de s'adapter aux entreprises. Donc je pense qu'on ne peut pas ne pas mettre les 2 sujets en même temps. Et par ailleurs, il reste vrai qu'une augmentation des bas salaires, justement pour des personnes très peu qualifiées, a quand même un impact sur le taux de chômage des personnes peu qualifiées. Donc, vous voyez que c'est assez délicat et donc je pense que la sortie par le haut, c'est en effet une question de formation. Vous avez parlé aussi des contrats. Et là, c'est lié, par exemple, à la réforme de l'assurance chômage. On voit que une autre option, c'est de changer le type de contrat qu'on offre. C'est-à-dire des contrats plus longs. On sait à quel point dans l'hôtellerie, la restauration, c'est des contrats extrêmement précaires qui sont en partie générés
par l'assurance chômage qui ne donne pas toutes les bonnes incitations à la fois aux salariés et aux chefs d'entreprise. Moi, je voudrais juste dire un mot aussi sur la question de la taxe carbone, parce que je m'inscris en faux quand même sur l'idée qu'on aurait que la taxe carbone sur les produits importés, c'est bien parce que c'est les Chinois qui vont payer. Ça n'est pas vrai. Ce sera nous qui paierons. C'est quand même une taxe sur la consommation. Et il ne faut pas se tromper d'objectif. Le mécanisme, alors c'est pas vraiment une taxe carbone, mais en fait ça y ressemble, mais le mécanisme d'ajustement aux frontières, l'objectif, ça doit être un objectif environnemental. Et moi, je ne crois pas trop au fait que ça doit financer des dépenses publiques, autres, etc. L'objectif, c'est un objectif d'abord environnemental et même pas simplement non plus de protection industrielle. Je me méfie quand même beaucoup de ce type de raisonnement. À la fin, la taxe carbone, ça doit être un objectif environnemental. Et avant de la mettre sur un certain nombre de produits importés, je vous rappelle que c'est un mécanisme d'ajustement. Et donc ça signifie qu'il faut mettre aussi une taxe carbone sur les secteurs qui aujourd'hui n'en ont pas, ou très peu. Donc ça va reposer aussi la question, on ne va pas mettre une taxe carbone sur les voitures importées tant qu'on ne met pas une taxe carbone sur la production de voitures qu'on produit en Europe. Donc il va falloir aussi qu'on fasse notre propre travail de ce point de vue d'un mécanisme, d'une taxe carbone qui est beaucoup plus large, parce que là, les économistes, je crois, sont tous d'accord. La taxe carbone, ça n'est pas suffisant, mais c'est absolument nécessaire pour la transition. Et dernier point sur taux d'intérêt, je comprends l'inquiétude. Je pense que, en effet, et moi, ce qui m'inquiète, ça n'est pas tellement le fait que les taux d'intérêt remonteraient très rapidement ou que l'inflation remonterait très rapidement. En revanche, ce qui est vrai, et ça c'est une inquiétude, c'est les bulles spéculatives que ça peut générer. Et je pense qu'il y a un risque en effet d'une crise financière liée à une bulle spéculative qui serait une sorte de dommage collatéral des politiques monétaires qu'on a menées, mais qui était absolument nécessaire. Je suis d'accord, il y a une sorte d'interrogation sur comment on en sort sans générer soit un problème de crise de dette publique, soit une bulle spéculative. Merci beaucoup, Jean-Noël. Oui, sur le sujet des rémunérations, je pense que Philippe a raison de dire que la formation est essentielle. Il semblerait que des annonces soient imminentes sur le sujet pour essayer d'apporter un certain nombre de réponses. La question de l'intéressement de la participation de l'actionnariat salarié est une autre réponse. Et moi, je souhaite qu'on puisse profiter, si je puis dire, de cette situation de difficulté de recrutement pour avancer plus loin sur ces sujets. Et je voudrais simplement vous dire aussi que sur cette question, on a réfléchi avec les camarades de la Commission des finances et on a fait une proposition, peut-être l'avez-vous vu passer, dont on va discuter avec le gouvernement pendant la semaine qui vient, qui consiste à dire qu'il faudrait défiscaliser les pourboires. Pourquoi ? Parce que parmi les raisons qui expliquent les difficultés de recrutement dans hôtels, cafés, restaurants, mais aussi d'autres secteurs, il y a la question de la rémunération. Comme l'a dit Philippe, ce n'est pas évident de relever immédiatement les rémunérations pour des entreprises qui sont quand même dans une situation, même si elles ont survécu à la crise, qui n'est pas nécessairement très solide. Alors pourquoi ne pas faire levier sur la générosité des Français ? Aujourd'hui, les Français ne déposent plus de pourboire parce qu'en général, on paye en carte et on n'a pas vraiment de dispositif d'application pour déposer un pourboire. Ces applications, elles existent. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas déployées ? C'est simple, c'est parce qu'il y a une tolérance toute française au pourboire en liquide pour que, en gros, ni le restaurateur ni le professionnel ne les déclarent. C'est comme une sorte de gratification qui échappe en quelque sorte au calcul de l'impôt. Et donc si soudainement les restaurateurs se mettent à installer des applications pour collecter les pourboires, là ça devient un flux numérique et là tout d'un coup ça devient fiscalisé. Et donc l'étape indispensable, si on veut que très rapidement puisse se généraliser
le pourboire, parce que je pense que s'il y a de moins en moins de pourboire, c'est pas que les gens n'ont pas tellement envie d'en donner, c'est parce que on n'a plus la petite pièce à rajouter à la fin du repas. Il faut passer par cette étape de défiscalisation, peut-être de manière transitoire, de manière bien cadrée, mais c'est une manière aussi de faire participer le consommateur sur une base volontaire à l'amélioration de la rémunération des professionnels du secteur. Bénédicte, je voulais vous donner la parole sur les sujets de recrutement également, savoir si vous étiez confronté à des difficultés particulières, notamment sur la question de la formation. Écoutez, donc en termes de recrutement, pour ce qui est de l'encadrement, on fait des produits qui s'inscrivent dans l'air du temps, issus de farine de bois, de plastique recyclé. Donc je veux dire, on fait des produits qui ont du sens pour les jeunes, si je puis dire. Donc au final, on arrive à recruter des talents. Maintenant, il faut pouvoir les garder. En ce qui concerne ensuite les opérateurs, il existe quand même des outils digitaux. Je ne vais pas faire de publicité pour ça, tel ou tel outil, mais qui permettent en fait d'aller capter quand même, d'aller trouver des personnes. Donc, si on utilise les nouveaux outils numériques, à ce stade, nous, on s'en sort à peu près. Après, la société tourne correctement, donc on a une politique de rémunération aussi. On fait appel à toute l'ingénierie sociale qui est disponible. Hein. Effectivement, que ce soit l'intéressement, supplément d'intéressement, chèque cadeau, chèque vacances, etc. Mais au-delà de ça, il y a un problème qui va nous arriver, je pense, mais en tout cas en Bretagne, c'est le problème du logement. Et là, vous pouvez avoir des jeunes qui veulent venir, mais ils ne trouvent pas de logement. Et là, je pense qu'il y a eu des politiques incitatives au niveau du logement, ça fait une dizaine d'années, je pense aux lois Célier, etc., qui ont poussé les particuliers à investir et à construire des maisons pour louer. Mais actuellement, nos jeunes, ils ne savent pas où se loger. Et moi, j'imagine même, là, je suis en train de me dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'investisse dans ma commune des petits collectifs pour accueillir les jeunes ? Ça va devenir le problème noir, en tout cas, de la Bretagne. Parce qu'il y a un flux de population vers la Bretagne. Alors je ne connais pas la situation du logement dans les autres territoires. En tout cas, nous, on va avoir ce problème-là qui nous arrive de façon massive. Donc le sens n'est pas un frein, mais en revanche, le logement et les déplacements... Oui, parce que pour pouvoir recruter, il faut effectivement avoir le travail, le salaire, mais il faut que le jeune ou la personne puisse se loger. Et actuellement, on est en pénurie, mais extrêmement élevée. Merci beaucoup. Jean-Marc Borrello, vous étiez une entreprise à mission avec raison d'être depuis bien avant l'invention de cette terminologie. Est-ce que vous, la question du sens a toujours été au cœur de votre engagement? Est-ce que vous voyez chez les plus jeunes aujourd'hui un changement de pied justement sur cette dimension de sens? Je crois qu'on voit le changement de pied de manière à peu près continue sur les 35 dernières années, si vous vouliez dater. Objectivement, le SOS double de taille tous les 4 ou 5 ans. Donc on recrute en moyenne de 2500 personnes par an. On a plutôt un afflux de candidats, objectivement, avec la particularité que par rapport à certaines entreprises, en tout cas il y a quelques années, on n'était pas tout à fait alignés pour des jeunes très diplômés sortant de brillantes écoles d'HEC ou ailleurs. Ça n'a jamais été une difficulté pour recruter, c'est-à-dire qu'objectivement, mes camarades chefs d'entreprise me disaient ils partent chez toi pour travailler plus et gagner moins. Donc le slogan n'était pas mauvais à un détail près. Donc c'est vrai, il y a eu un véritable regain. Ça existe aussi chez des gens qui sont moins jeunes, qui ont fait une carrière, et heureusement pour nous, parce que quand la maison grandit, c'est bien les jeunes, mais il faut avoir quelques plus âgés pour encadrer tout ça. On a de plus en plus de gens qui ont fait une première partie de leur vie dans l'entreprise classique, voire dans la haute administration, et qui décident de rejoindre une entreprise de l'économie sociale parce qu'ils ont payé la résidence principale, la résidence secondaire, que les enfants sont partis, et que pour la dernière partie de leur vie, ils ont envie de se faire plaisir, quitte à gagner moins. Donc je crois que le sujet du sens, vous le disiez madame, est parfaitement essentiel, et ça permet d'attirer les meilleurs des meilleures écoles. Par ailleurs, les sujets du logement, je suis en train de faire construire des logements dans le Grand Est pour loger des infirmières, parce que évidemment on a, comme tout le monde, des postes d'infirmières disponibles dans nos hôpitaux, et que le fait est qu'il y a pas mal de frontaliers qui vivent dans les départements proches en Lorraine et qui vont bosser au Luxembourg
Et donc, les prix sont élevés. Et pour pouvoir accueillir ce type de personnel, j'ai décidé de refaire du capitalisme à la papa, sans capitaux. On reconstruit des immeubles de logement pour accueillir des infirmières. Donc, je crois qu'il y a à la fois le logement et la nécessité pour l'entreprise de prendre la pleine mesure des besoins des salariés. Si un certain nombre de secteurs sont démunis, c'est sans doute parce qu'ils n'ont pas su faire évoluer les horaires, faire évoluer les salaires, faire évoluer le sujet du logement. Il existe depuis 20 ans pour les frontaliers, il existe aussi pour les saisonniers. S'il n'y a pas de logement, c'est sympa d'aller être serveur sur une plage de Saint-Tropez, mais si pour se loger on dépense 4 fois ce qu'on gagne en étant serveur, ça ne marche pas. Et s'il n'y a pas de serveur, même les plus belles plages de Saint-Tropez, ou d'ailleurs, pardon, je ne suis pas très breton, moi, vous l'entendez, même les plus belles plages ne pourront pas fonctionner s'il n'y a pas de serveur. Donc ça fait partie des responsabilités de l'entreprise de demain. Et lorsque ses salariés, ses actionnaires et ses clients accordent une grande importance à l'impact, il vaut mieux que le chef d'entreprise fasse avec. Sinon, l'entreprise risque d'être elle-même en difficulté. Merci beaucoup. Marie-Pierre, sur la question des relocalisations. Peut-être juste pour rebondir et pour aussi aller dans le sens et avoir des exemples bretons. Et effectivement, c'est les mêmes enjeux. Et quand justement Olivia Grégoire dernièrement est venue à Saint-Malo, et Bruno, tu connais bien aussi ce territoire, c'est exactement les problématiques qui ont été évoquées. Et vous avez raison, madame, quand je me déplace à travers la Bretagne, à chaque fois, ce qui est dit, c'est la formation, l'adaptation, le fait que certains métiers, certains jeunes aient énormément aussi beaucoup de préjugés, ne connaissent pas la réalité du monde du travail. Donc je crois que ça aussi, c'est des efforts sur lesquels nous devons avancer. Et la problématique du logement est à chaque fois mise en avant spécifiquement sur nos côtes bretonnes, moins à l'intérieur de nos terres bretonnes. Donc c'est un enjeu fondamental. Sur la relocalisation et la question de Tanguy, la suite aussi au choc du Covid, la Commission européenne a établi une liste de 145 produit véritablement où justement elle estime qu'il faut qu'on relocalise, qu'on avance, tel que vous entendez beaucoup parler, Thierry Breton, sur les semi-conducteurs, on entend beaucoup parler sur l'hydrogène. Donc il y a une identification de secteurs stratégiques parce qu'on le sait bien aussi, on ne va pas tout relocaliser en Europe, et une relocalisation aussi, et avoir des chaînes de valeur qui soient plus résilientes, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc, par contre, l'Union européenne en est pleinement consciente, et on travaille sur ces enjeux au travers, justement, tu l'évoquais, Maud, de cette notion d'autonomie stratégique et comment l'Union européenne n'est pas dépendante. On pense tout le temps à la Chine, mais il n'y a pas que la Chine. Sur d'autres matières premières, sur d'autres enjeux, on n'est pas que dépendant vis-à-vis de cet enjeu, notamment si on prend l'énergie. Aussi, c'est un sujet fondamental. Et juste pour rebondir sur le mécanisme carbone, effectivement, on ne parle pas de taxes pour éviter de tomber dans les systèmes de blocage institutionnel. Je vous rejoins sur ce que vous avez dit, Monsieur Martin. L'enjeu est effectivement quand même pour nous, parce qu'on le voit bien, c'est notamment un sujet sur lequel on se fait beaucoup attaquer pour nos oppositions, sur le remboursement du plan de relance, sur la dette. Et ce qu'on veut démontrer aussi quand même, et l'action de Renaissance, c'est ce que disait Jean-Noël, c'est la question du juste prix et du juste accès à notre marché intérieur. Donc c'est un enjeu fondamental, mais on a conscience que le mécanisme carbone est avant tout un outil environnemental. Et vous avez raison, et là encore, moi je le vois bien avec tous les échanges que je peux avoir avec les entreprises bretonnes, elles ont peur des conséquences et de la mise en œuvre de ce mécanisme, qui peut être politiquement essentiel justement en termes de message, mais comment il va se concrétiser, c'est tout l'enjeu et c'est tout le travail qu'on doit réellement mener, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une compatibilité avec les règles de l'OMC, et qu'au final nous n'ayons pas des mesures de rétention, et qu'un mécanisme qui sur le principe et l'idée est très intéressant ait des effets au final négatifs dans le quotidien de nos entreprises. Je pense qu'on peut applaudir Marie-Pierre. Merci mille fois à nos invités. Merci beaucoup pour cet échange ô combien éclairant et cet échange avec la salle. Merci de votre disponibilité, merci de vos éclairages.
Et on se retrouve tout de suite avec la prochaine plénière autour de notre ministre, Jacqueline Gouraud.